bonjour à toutes. Je remercie beaucoup Fauzia et Nadia d'avoir fait en sorte qu'on puisse avoir cette causerie aujourd'hui autour du thème écrire entre les langues. Et je vous remercie de participer. Donc, Suzanne Drassus, Camilla Cederna, Marie-Christine Van Dorn, et nous attendons Michel Racotosson, qui normalement m'a envoyé tous les documents et qui devrait être là. J'imagine qu'elle a peut-être quelques problèmes techniques. Donc, je pense que nous sommes toutes concernées, surtout dans le monde d'aujourd'hui, par la question d'écrire entre les langues, et en particulier nous, les femmes de la francophonie. On a tous grandi entre une, deux, quelquefois même plus de deux ou trois langues. Et certaines d'entre nous, on va le voir, ont découvert, du fait des circonstances de leur vie, d'autres langues, du fait de séjours qu'elles ont été amenées à faire dans d'autres pays. Avant de vous donner la parole à chacune et de vous présenter, bien sûr, je voudrais rendre hommage à Vénus Kurigata. Vénus Kurigata, dont Marie-Christine Van Dorn va nous parler tout à l'heure. Marie-Christine a eu l'occasion de réaliser un entretien avec Vénus Kurigata. Elle connaît très très bien son œuvre, et Vénus étant disparue le 28 janvier dernier, elle est au cœur de nos préoccupations. Et quand Marie-Christine m'a proposé de parler d'elle, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et je vais commencer par vous lire quelques vers de Vénus en introduction. Des vers qui sont extraits de Quelle est la nuit parmi les nuits. Un extrait au début et un extrait à la fin. Noircir les pages jusqu'à épuisement des mots et surgissement de ce personnage que je vois pour la première fois. Je ne connais pas son nom. Inutile de le lui demander. Il ne sait pas écrire. Il ne sait pas parler non plus. Il sait seulement qu'il est né du contact de la plume et du papier, du voisinage de deux mots que le hasard a mis côte à côte. Il se laisse faire lorsque je l'installe au milieu de la ligne, entre un verbe et un objet, mais l'écarte un rien lorsqu'il essaie d'occuper tout le terrain et fait la sourde oreille lorsqu'il tente de m'entraîner dans l'action. J'ai décidé d'être seul maître du jeu. Suspendu au milieu de la page, j'attends un deuxième personnage pour prendre ma décision. Sa parution ne saurait tarder. C'est visible au remous qui agite la ligne, au mouvement de vagues qui la traversent de bout en bout. Un mot va surgir des profondeurs, mot différent des autres. Je crie dans sa direction, mais il ne m'entend pas. Il se retourne, secoue la tête comme si mes appels étaient formulés dans une langue étrangère. Me conseille de m'adresser un étage plus bas, à la ligne suivante. Et la fin, elle se disait la mère de tous ceux qui savent dessiner une maison. C'est pour eux qu'elle trayait la lune, qu'elle conservait son lait dans une jarre femelle, loin du soleil qui avait mangé ses deux fenêtres et rôté une écharde sur son seuil. Assis sur le même seuil, les mots de ma langue maternelle me saluent de la main. Je les déplace avec lenteur, comme elle le faisait de ses ustensiles de cuisine. Marmite, écuelle, louche, bassine ont voyagé de main en main. Quels mots évoquent les migrations d'hommes et de femmes fuyant génocide, sécheresse, faim, enfants et volailles serrés dans le même baluchon? Parlait-il l'araméen caillouteux, l'arabe houleux des tribus belliqueuses, ou la langue tintant telle bille de verre dans nos poches d'enfants? Mais je vais m'adresser d'abord à Camille, Camilla, et je vais lui demander, après l'avoir présentée, de réagir un petit peu à ce que je viens de lire de Vénus Kurigata. Donc, Camilla Cederna est professeure émérite de langue, littérature et civilisation italienne à l'Université de Lille. Sa recherche porte sur les transferts culturels
alors je résume hein, parce que c'est un CV très très riche, les représentations de la femme dans le théâtre, la traduction, l'écriture des femmes, l'exil et les échanges entre les littératures et les cultures dans l'espace méditerranéen. Elle a aussi de nombreuses publications à son actif, donc des ouvrages universitaires, beaucoup d'articles, notamment sur l'écrivaine Elisa Chimenti, dont elle nous parlera peut-être tout à l'heure. Et je remarque encore l'écriture, un article sur Elisa Chimenti paru dans L'écriture de l'exil au féminin. Et elle a publié des recueils de poèmes bilingues. Et Silio Di Voci, excusez-moi, je ne parle pas bien l'italien, même pas du tout, Voix d'exil en 2016 et Étoile perdue chez La Tête à l'envers en 2023. Alors, Camilla m'a envoyé un texte passionnant sur son rapport aux langues pour m'expliquer pourquoi elle écrit entre les langues, euh, alors que Camilla, tu es d'origine italienne. On ne Oui. peut pas dire que tu es rattachée à la francophonie au sens où on va le voir pour d'autres écrivaines. Mhm. Oui. Alors, j'ai été particulièrement interpellée par ce que tu nous dis de la notion de transcréation. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par notion de transcréation? OK. Donc, Et merci. d'abord, je voudrais que tu me dises Oui, ta réaction par rapport aux extraits de Vénus oui. Corrigata. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être un peu concise et d'essayer de donner quelques points, euh, quelques lignes, disons, directrices pour exprimer un petit peu quelle est mon expérience et les raisons pour lesquelles j'ai toujours, depuis plusieurs années, écrit en plusieurs langues. Ok. Alors, d'abord, le fait que je suis partie de mon pays, l'Italie, et on a eu l'occasion d'en parler aussi avec Fauzia l'autre jour, on a présenté les livres sur l'exil, nos exils. Donc, Hmm. je suis partie très jeune d'Italie et j'ai passé la plus grande partie de ma vie en France. Et j'ai passé aussi 6 ans aux États-Unis pour terminer mes études. Donc, j'ai eu un contact avec ces cultures, ces langues différentes qui m'ont intéressée et qui m'ont suscité l'envie de m'exprimer dans ces différentes langues. Et donc, évidemment, la plupart des... la plus grande relation, je l'ai avec l'italien, ma langue maternelle, et la langue française, puisque ça fait 40 ans que j'habite en France, que j'habite à Paris. Donc, pour des raisons professionnelles, j'ai dû écrire, enseigner en français et écrire mes poèmes, souvent en français. Disons que, voilà, donc ça c'est la première chose, le choix et le besoin d'écrire en français, mais aussi en italien et parfois aussi en anglais par rapport à mon expérience de vie aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure. Alors, quand tu m'as dit de la question de la transcréation, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que je croyais avoir inventé, mais ce n'est pas le cas parce que j'ai trouvé qu'il a été déjà utilisé par quelqu'un d'autre. En fait, c'est donc les processus par lesquels on écrit dans une langue. Par exemple, il y a des poèmes qui s'imposent dans une langue. Ok. Je ne peux pas choisir. Je vois une image, j'entends un mot, j'ai un sentiment, une émotion, et il y a cette langue qui s'impose à moi, et donc les poèmes naissent dans une langue. Mais après, j'ai envie parfois de le transposer, de le traduire. Donc, je commence ces processus d'auto-traduction et en fait, souvent, on le voyait aussi avec l'écrivaine qu'on a rencontrée l'autre jour avec Fauzia à la lecture de nos exils, Alicia Ortiz, qui est en train de se retraduire de l'espagnol en français et elle fait quelque chose de complètement différent. Alors, pour moi, c'est un peu les mêmes cas, c'est-à-dire
j'essaie une traduction et parfois c'est impossible de traduire, donc mais j'ai réécrit dans l'autre langue, et notamment en italien. Vice-versa, j'écris en italien et puis j'essaie de me traduire en français, mais les poèmes, à la fin, il est différent. Ok, il y a des choses en commun, mais il y a une différence et j'ai la possibilité de les faire parce que je ne suis pas dans ce cas-là une traductrice, donc je n'ai pas la contrainte de la traductrice, je suis extrêmement libre de reformuler, de refaire ces poèmes qui naissent d'une forme un peu différente, mais avec des choses en commun. Et dans les derniers recueils de La tête à l'envers, en effet, il y a l'éditrice, notre chère Dominique, a voulu publier certains des textes en italien à côté des textes en français. Donc, on peut voir très bien la différence. Alors, une autre chose, excusez-moi, que je voulais dire pour essayer de faire un peu le point, c'est que à part l'italien et le français, il y a l'anglais. Donc, il y a des différentes langues qui peuvent intervenir selon des gradations, des degrés différents, des intensités différentes. Okay? Donc, les Français, naturellement, il est le plus présent à cause des mots absorption, immersion totale dans la langue française, qui n'est pas ma langue maternelle. Et donc, parfois, j'ai des difficultés, j'ai lutte un petit peu avec cette langue. Hein. Ce n'est pas toujours automatique. Et parfois, il y a d'autres langues qui m'intéressent, en fait, et qui rentrent comme des petits fragments, des petites épaves dans les vers. Par exemple, l'arabe, que je ne connais pas, mais j'ai dernièrement, à cause de cette expérience et de ces recherches sur Elisa Chimenti, les Maroc, l'expérience de ma mère, qui a vécu 30 ans à Tanger, mon rapprochement avec le Maroc, les amis marocains qui me parlent en arabe et qui me traduisent, la relation avec des poètes marocains qui écrivent en arabe et ensemble on a traduit des poèmes, transcrit des poèmes en passant par les Français. Hein, on a fait cette sorte de traduction collaborative. Donc il y a une attraction très forte pour l'arabe qui peut rentrer un petit peu comme témoin, comme, disons, illumination qui perce pour exprimer des émotions et quelque chose. Et par exemple, pour faire un autre exemple, j'étais à Berlin il y a des années, visiter les musées de l'Holocauste, et il y avait des mots sur une plaque qui m'ont terriblement affectée. Et donc, j'ai repris ces mots allemands et je les ai encastrés, si on peut dire, dans un poème. Naturellement, je ne connais pas l'allemand, seulement je comprends certainement, mais pour dire les différents degrés de la présence de ces langues étrangères. Elles Alors, peuvent est-ce que être tu dirais, vraiment des langues de connaissance ou bien des fragments pour leur sonorité ou pour leur impact émotionnel et intellectuel qui s'impose. Excusez-moi, j'étais j'allais peut-être... te poser une question Oui, justement pour ces langues que tu ne connais pas. Donc, c'est plus un rapport à travers la musique de la langue, à travers les sonorités. oui, De toute façon, dans ce que tu m'as écrit et que j'ai trouvé si intéressant, tu me dis que les langues dialoguent en toi et qu'elles s'affrontent aussi. oui, elles Donc, il y a à la s'affrontent. fois l'émotion, attraction, mais les langues se repoussent les unes les autres, il me semble. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, c'est vrai. Et il y a aussi une question politique. Alors, quand je parle de mon séjour à Berlin, donc l'Holocauste, la Shoah, et donc cette émergence, ce besoin de ces mots pour dire quelque chose qui autrement aurait été difficile, ou bien un poème sur les femmes afghanes qui se termine avec les trois mots femme, vie, liberté en persan. Donc c'est un choix politique de reprendre les mots d'ordre, les slogans politiques de ces femmes, par exemple. Dans ce sens, il y a ce dialogue entre les langues. Et puis, il y a une autre chose. Il y a le fait que dans ces autres langues, Michele Rakotoson. elles sont... Excuse-moi, il y a Michel Racotosson qui m'appelle. Ok.
Allô, bonjour Je viens Michel. d'écrire là. On peut lire son message. Moi, j'ai un message par mail OK? où elle dit: Désolée, rien ne fonctionne depuis le cyclone. Toutes mes excuses. Attends, je vais prendre le reste sur mon iPhone parce que là, sinon, ça prend le. Excusez-moi. Hop, je lis ce qu'elle a écrit. Michel raconte. Voilà. Alors, euh, en gros, ma position, c'est que je suis bilingue, biculturelle, bicivilisationnelle, et que les deux langues se complètent, car elles me donnent une vision du monde complète, et que depuis que je suis rentrée à Tana, donc Tananarive, Donc, elle est en train de et lire que ton je vis texte. proche de paysans, ma vision du monde s'est élargie. Voilà, le petit mot de Michel. Mhm. Merci. Mais on est désolé, Michel. On trouvera une autre occasion de te donner la parole. Et je te souhaite bon courage. Ça doit être très difficile en ce moment. Je t'embrasse. On n'entend plus rien. Vous m'avez entendu? Non. Non, Cécile, tu dois mettre l'audio. Ne peut pas nous rejoindre parce qu'il y a eu des dégâts à cause d'un cyclone Mhm, et que plus rien ne fonctionne. Voilà, donc je lui ai dit qu'on était désolé et que j'espère qu'on aura l'occasion de lui donner la mhm, parole par la suite. Voilà, excusez-moi mhm, mhm. d'avoir coupé la parole. Alors Camilia, est-ce que Oui, tu reprends le fil? oui. Alors, je reprends les fils pour dire une autre chose. Voilà, donc ces fragments qui sont liés aussi à des expériences ou à des messages politiques qui pour moi sont très importants parce que j'ai écrit quand même beaucoup de poèmes liés à certaines situations liées à la violence contre les femmes, la violence politique, les meurtres de poètes, etc. Donc j'ai eu toute j'ai aussi cette expérience donc que j'utilise et parfois il y a des mots étrangers qui surgissent à propos de cette présence politique ou bien affective aussi, parce qu'il y a une liaison, comme je disais, presque d'amour affective avec certaines expériences vécues dans ces pays, dans ces villes, ok? Euh, et une autre chose qui est importante pour moi et qui explique aussi cette envie d'écrire dans une autre langue, c'est que l'autre langue, la langue étrangère, parce que je perçois en partie la langue française comme une langue très familière, très intime, dans laquelle je me sens parfois plus à l'aise que dans ma langue maternelle. Donc parfois je parle spontanément, même avec des connaissances, mais quand je me retrouve en Italie, il y a des discours qui me surgissent en français. Ok. Mais aussi la langue, je l'aperçois aussi comme une langue non familière. Donc, il y a les paradoxes, familière et non familière. Et et c'est là, ça me permet de la voir, surtout les Français, comme une langue écran, derrière lequel je peux avoir une certaine distance pour dire des choses très intimes, comme si je me cachais dans la langue. J'ai un peu cette impression de me cacher et de cacher des secrets, de dire, d'utiliser la poésie pour dire des choses autrement inexprimables. D'accord? Donc, c'est comme une langue secrète parfois. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer Si, c'est cette. très, très intéressant et tu me fais penser à Julia Kristeva dans Étrangers à nous-mêmes, quand elle dit que, là, elle parle de gens qui partent à l'étranger, que le fait de se trouver à l'étranger, ça a un effet libérateur et qu'on va peut-être s'autoriser des choses qu'on ne se serait pas autorisé chez soi. Donc, j'imagine que ça peut s'appliquer à la langue aussi, que Oui. à l'intérieur de la langue, on peut Mhm, prendre une liberté qui qu'on ne se prendrait peut-être pas dans sa langue maternelle, dans sa langue première. mhm. Mm.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, Mais merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Suzanne, hein. Vous aurez l'occasion d'échanger oui, entre vous. Alors, Suzanne, donc, qui est née à Fort-de-France, à la Martinique, qui a été professeure de lettres classiques, qui a étudié à la Sorbonne, qui a enseigné à Paris, à l'Université des Antilles et à la University of Georgia et Ohio University aux États-Unis en tant que visiting professor. Son roman L'autre qui danse, en 1989, a obtenu le prix du premier roman. Il était paru aux éditions Segers, Robert Laffont, et il a été réédité en 2007. Elle a publié aussi Rue monte au ciel aux éditions d'Enel, qui a été coup de cœur de la FNAC 2003 et réédité chez Idem en 2010. Euh, Elle est aussi poétesse. Elle a écrit Exquise déréliction métisse, qui a obtenu le prix Fetcan. Elle a écrit Déictique féminitude insulaire, Scripta manent chez Idem. Elle a écrit aussi des pièces de théâtre, Lumina Sophie dite Surprise en 2005, paru chez Denel, qui a obtenu la médaille d'honneur de Schœlcher, réédité chez Idem en 2014 et traduite en plusieurs langues. Elle a obtenu le prix de la Société des poètes français en 2010, le prix européen francophone Virgile, le prix du Cénacle Sangor et Award French and Friends à Washington en 2022. En 2025, elle a publié le Cunilingus et la preuve vivante que le latin n'est pas une langue morte, roman en miscellanée. En mars 2026 paraîtra l'anthologie poétique du Parlement des écrivaines francophones qu'elle a dirigée avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et qui s'intitule Poétesse francophone contemporaine. Alors, Suzanne, quand je l'ai questionnée un petit peu sur son rapport aux langues, à la langue française et à d'autres langues, elle m'a parlé de certains poèmes qu'elle écrit en créole et elle m'a parlé aussi, en me disant qu'elle aimerait bien que je la questionne là-dessus, sur son français langue de Molière sauce chien, une expression que j'aime beaucoup. Alors, Suzanne, nous t'écoutons. Merci. Donc, effectivement, la langue de Molière sauce chien, c'est d'ailleurs devenu ensuite le titre d'une nouvelle. C'est également le titre d'un poème, c'est-à-dire que c'est vraiment la définition de ma relation étroite et passionnée avec la langue française. Mais ce qui s'est passé, comme tu l'as fort bien rappelé, c'est que je suis née en Martinique, donc je suis française, mais une française vraiment d'outre-mer, hyper ultramarine. À cela s'ajoute que je suis encore un petit peu plus métissée que la plupart des Martiniquais, donc de la population là-bas, c'est-à-dire que je suis ce qu'on peut appeler une calazaza, bon, une chabine, mais j'aime pas trop le mot chabine justement, puisque ça, ce sont des mots qui ont des connotations tout à fait pénibles d'esclavage et de colonialisme, puisqu'ils viennent que ce soit en espagnol, en portugais, en français, ils viennent de noms d'animaux, hein. On va rappeler rapidement que ce soit mulâtre, que ce soit chabin, chabine, etc. Ce sont des noms d'animaux. C'est-à-dire mulâtre, c'est le mulet. On les a bien eus d'ailleurs, ces méchants colonialistes, parce que finalement le mulet, il est stérile, alors que nous, on n'est pas stérile du tout. Bon, loin de là. Bon, et puis chabin, chabine, ça désigne justement les métissés de noir et de blanc qui sont à peau claire, parfois aussi à cheveux clairs, à yeux clairs, mais pas toujours d'ailleurs, mais c'est surtout l'idée que c'est un mot qui veut dire, qui vient de la famille de chèvre, hein, donc, alors le mulet d'un côté, la chèvre, bon, il y en a encore d'autres, je vais écourter, mais tout ça pour vous dire que j'aime bien le terme de calazaza. Ce calazaza, en Martinique, ça désigne justement les personnes qui sont très métissées, très métissées. Euh, c'est un petit peu comme le PEF, en ce qui me concerne, 4 continents et demi.
4 continents et demi, donc rapidement, les Amériques, avec les Amérindiens, Caraïbes, Arawak, Taïno, etc., les Africains esclavés, déportés d'Afrique, réduits en esclavage. Je dis bien que je suis descendante de personnes esclavées et Ronsard m'y autorise. J'ai fait des recherches, Ronsard. Alors bien sûr, lui, c'est dans un... Alors c'est toujours dans le respect de la langue française, je respecte toujours la langue française, mais c'est dans un langage amoureux. Belle madame, vous avez esclavé mon cœur. Mais c'est quand même la force du verbe esclaver. Je ne suis pas du tout pour que l'on invente, comme on l'a fait, des néologismes. C'est pas que je n'aime pas les néologismes en général, mais en particulier là, en l'occurrence, j'ai entendu dire par des gens que cela ridiculise. Hein. Quand on entend esclaviser, esclavagiser, et puis on ne sait même plus jusqu'où ça va aller, cela détruit la force. Donc, je préfère dire personne esclavée. Les colons, bon, ça, je ne peux pas le nier. Les colons, je suis aussi descendante de colons français blancs de la France hexagonale. Et Tu puis, arrêtes, il y a, Yoga. tout ça, c'est le reflet du peuplement. C'est pour Tu ça que arrêtes, j'insiste Yoga. j'entends un chuchotement derrière. Bon, le peuplement, ça reflète le peuplement de la Martinique et d'une partie des Antilles, euh, avec l'arrivée de ce qu'on a appelé, pas très gentiment, les coulis, c'est-à-dire les Indiens de la vraie Inde, hein, pas les West Indies comme on les a appelés par erreur, mais les vrais Indiens d'Inde. Et puis, pour pimenter le tout, une arrière-grand-mère chinoise. Alors, nous avons donc en Martinique ce qui constitue ma langue maternelle, mais qui est en fait double. Ma langue maternelle, c'est à la fois le français, français de France, que d'ailleurs j'ai été amenée à enseigner, puisque j'ai d'ailleurs eu les concours français. Le jury du concours, le président a dit qu'il était ravi que j'enseigne la langue française, que voilà, on me faisait complètement confiance. Et le créole également, dans lequel je suis née, dans lequel j'ai baigné. Alors, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que les langues, c'est aussi très politique, très sociologique. Bien évidemment, en Martinique, c'est la langue haute, c'est le français. Donc, le créole, il a pendant longtemps, et comme aussi dans certaines régions de France, en Bretagne, la langue catalane, aussi l'occitan, le corse, etc., ça, ils ont longtemps été interdits. Il y avait même des punitions aux enfants, par exemple en Bretagne, qui sont racontées par certains écrivains, qui étaient terribles. En Martinique, nous avions une espèce de carreau d'infamie que les enfants devaient se passer de l'un à l'autre quand ils avaient dit un mot de créole. Et à la fin de la journée, celui qui se retrouvait pour avoir péché, hein, en disant en parlant créole, eh bien, il le repassait. Il avait repassé, donc il avait reçu ça. S'il ne pouvait plus le repasser, eh bien, c'est lui qui était puni. Donc ça, alors, ça encourageait plein de choses horribles, hein. Vous voyez, la délation, la surveillance, mais le résultat, c'était que ça les empêchait de parler créole. Et c'est très récemment que la langue créole, justement, a acquis un statut de langue comme beaucoup de langues régionales. Ce qui fait qu'il y avait aussi, par ailleurs, le côté sociologique, c'est-à-dire, et puis sexiste. C'est-à-dire que les garçons, on leur pardonnait plus facilement de parler créole, parce qu'on considérait que c'était vulgaire, tandis que les filles, dans les familles bourgeoises, justement dans ce qu'on appelle la mulâtraille, hein, la bourgeoisie, pour les filles, c'était vraiment mal vu de parler créole. Par contre, mon papa, qui lui était du Marigot, parlait créole, et lui, alors, c'était amusant parce qu'il parlait un gros créole. J'étais encore en plus métissée nord-sud, parce que papa du Marigot, du créole, du nord, et maman de Fort-de-France. Alors, elle parlait un petit créole chololo, c'est-à-dire, vous savez, vous voyez l'eau de café
pour les amateurs de café, quand vous avez fait couler déjà le premier vrai café noir, et puis que vous voulez quand même donner du café pour faire goûter à un enfant. Alors, vous faites recouler l'eau, le café, et ça fait ce qu'on appelle le chololo, c'est-à-dire que c'est de l'eau de café qui est complètement tiède, enfin, qui est plus claire et pas aussi fort. Eh bien, ma maman de Fort-de-France, qui était d'ailleurs voisine de France Fanon, hein, avec qui elle jouait et parlait donc créole aussi, eh bien, elle parlait comme ça un petit créole chololo. Je vous donne un exemple. Regardez, l'argent en créole, mon papa, il dit l'argent. Vous voyez, vous sentez la violence. Maman dit l'agent. Donc, elle a juste le R. Enfin, disait, puisque ma maman est partie, mais enfin, bon, juste le R qui disparaissait, donc de toute façon à la créole, hein, le R un petit peu euh, avalé. Mais papa, lui, il avait cet accent-là. Hein. Ou bien aussi quand on prend une petite collation, quand on a une petite faim, on dit, alors papa disait en tchébétché, c'est-à-dire mot à mot qui tient le cœur, en tchébétché. Maman disait un tchébécœur, c'est-à-dire qu'elle reconstituait la racine française, le mot cœur, pour se tenir le cœur. Alors j'ai grandi comme ça là-dedans, avec en plus le fait que papa était un conteur, pas professionnel, mais quand il rentrait le soir, il racontait des histoires. Or, le conte, c'est très important dans toutes ces civilisations qui sont longtemps de l'oralité, hein. Même comme dans les débuts de la poésie en grec avec Homère, etc. Tout cela, tous les récits sont au départ complètement oraux et non écrits. Et papa, lui, racontait, il commençait toujours en français à la fin du dîner et il finissait en créole. Ce qui fait que je dois vraiment dire que le français, alors bon, il y a aussi bien sûr eu l'école, mais je ne l'ai jamais senti comme ennemi du créole, contrairement à ce qu'on essayait de nous faire avaler, ni même comme dominateur par rapport au créole. Le professeur Jean Bernabé, qui était un grand créoliste, avait cette image qu'il n'y a pas entre français et créole un duel. Ce n'est pas un duel, c'est un duo. Et moi, j'ajouterais, dans ma petite expérience personnelle, que j'habite la langue française, sans complexe par rapport au français, comme on dit, de souche, ou, etc. Bon, moi, je suis une Française de branchage qui ressemble le plus au cocotier, mais j'habite la langue française. J'entre dans cette langue française comme dans une habitation offerte. Une habitation ouverte. J'utilise exprès ce terme d'habitation qui, chez nous, désigne, dans la société esclavagiste, bien sûr, l'ensemble de la plantation avec la maison du maître, les cases nègres, etc. Parce que nous avons un souvenir, une mémoire forte de cette civilisation, de cette société esclavagiste, mais qui irrigue mon écriture. C'est-à-dire que jamais je ne pense, que jamais je n'écrirais comme j'écris si ce n'était pas tout cela qui irrigue mon écriture, y compris le créole, et y compris ce que m'a apporté aussi la langue française elle-même, avec les tribulations qu'elle a connues depuis le latin. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai adoré le latin. Bon, c'est- je suis une espèce d'être hybride, biologiquement et linguistiquement, et j'en suis heureuse. Alors voilà l'explication de la langue de Molière Saussien, avec toute l'admiration que j'ai pour Molière, pour sa langue, pour son talent, pour cette langue que j'adore, la langue française. Mais aussi l'idée que je peux marronner, c'est-à-dire, bon, on appelle marron, le nègre marron, c'est l'esclave qui s'échappe justement de l'esclavage. Eh bien, moi, je sais que je peux marronner de la langue française tout en restant correcte, tout en écrivant un français châtié, puisque je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, diplômée, estampillée de la Sorbonne, des concours nationaux français. Donc, il n'y a pas il y a pas disons, de vrai crime de ma part, non. Il y a juste que j'assaisonne et je la rends plus savoureuse
grâce à la sauce chien. La sauce chien qui est une sauce martiniquaise épicée, pimentée, qui donne plus de goût, qui rend les choses moins fades, hein. Et c'est ça ça que j'appelle la langue de Molière, sauce chien, épicée. Voilà. C'est comme ça que je vis mon rapport à la langue. J'espère ne pas avoir été trop longue et j'entends plus personne. Non, mais c'était Cécile, très, très l'audio, bien. Cécile, on t'entend pas. Voilà, ben j'ai fini. Oui. Enfin, Merci Suzanne, c'est vraiment passionnant ce que tu viens de nous dire parce que on retrouve avec un contexte historique que tu nous as très très bien expliqué, on retrouve quand même des échos de ce que Camilla nous disait par rapport à des rencontres qu'elle a eues avec des langues qui, elle, étaient liées à son exploration du monde, à des voyages, mais elle a parlé, elle aussi, de dialogue et d'affrontement. Et évidemment, avec ce que tu nous as dit, on comprend que dans le champ de l'histoire de la Martinique, ça résonne d'une manière assez terrible, hein, et que finalement, c'est un espace où exprimer des choses, ou résoudre des choses, ou garder un passé vivant. Ce qui m'a aussi interpellée toutes les deux, avant que je donne la parole à Marie-Christine, c'est ce que vous avez dit concernant le féminin de la langue, hein. Moi, je suis assez préoccupée par l'idée que euh, la langue maternelle, c'est la langue de la mère, c'est celle dont on entend les murmures in utero. Et hum, tu nous parlais de la douceur des accents hum, de ta mère dans le créole et de cette violence qu'elle prend chez l'homme qui hum, devient castrateur, en fait, hein, hum. avec des accents beaucoup plus rugueux qui coupent, hein. Oui, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que chez mon père il y avait au départ beaucoup de cette misogynie, de ce machisme d'homme, quoi, de mec, hein, qui est très très fort, très répandu chez les Antillais, les Latins, en Amérique latine aussi. Mais il est finalement devenu, j'étais très contente parce que un petit peu avant sa mort, j'en avais fait justement presque un féministe. C'est-à-dire que il s'était mis à respecter davantage les femmes, les filles, alors qu'au départ, il aurait voulu plus de garçons, il n'en a eu qu'un et puis quatre filles. Et finalement, mais ce sont les filles qui ont, entre guillemets, réussi, l'aîné est devenu médecin, ensuite moi prof, etc. Vous voyez donc, on a plus réussi dans les études que mon frère, bon, que ça n'intéressait pas autant. Et ça, déjà, ça a un petit peu changé la façon dont mon père voyait les filles. Et puis également, le côté, comment dirais-je, définition de la fille qui se faisait par notre manière de nous exprimer. Et je crois que là-dedans, la langue a été très très importante parce que le dialogue avec le père, que ce fut en français ou même de temps en temps, mais de façon très brève, hein, parce que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même mal vu, hein, on n'avait pas de grandes conversations en créole. Mais le dialogue et la langue, c'était hyper important, puisque je me souviens que quand je n'avais pas le droit de faire des choses, je discutais avec mon père. Parce que sinon, bon, c'était l'éducation, vous savez, très rigoriste. T'as pas le droit de te maquiller, t'as pas le droit de sortir. Oui, mais moi, je discutais et le logos, le discours, a toujours été quelque chose de salvateur pour moi, franchement. Et ça, c'est pour ça que c'est précieux et que j'ai envie d'ailleurs que nous transmettions. J'ai toujours cette envie de transmettre. Et il y a aussi l'idée que par ailleurs, le créole était un trésor de la langue française, est toujours un trésor de la langue française. C'est-à-dire que nous avons conservé en créole des mots français que les Français de l'Hexagone n'utilisent plus guère, qu'ils ont utilisés. Et c'est ça aussi, pour moi, la langue de Molière sauce chien. Mais c'est restituer au français tout ce qu'il a. Parce que vous avez remarqué qu'il s'appauvrit. Il s'appauvrit, et c'est bien qu'il s'enrichisse parallèlement, alors qu'il s'enrichisse avec des néologismes, avec les technologies nouvelles, etc. Oui, mais c'est bien aussi de lui rendre toutes ces nuances, puisque
nous avons plein de façons de dire les mots. Alors, j'ai pris l'exemple très net de serrer, le verbe serrer, serrer un objet. C'est pas uniquement le serrer contre soi, c'est aussi le cacher, le ranger, etc. En créole, c'est vraiment le sens que ça a. En français d'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le cas au Québec, il faudrait peut-être voir avec les Québécois. En tout cas, en français aujourd'hui, si vous dites je vais serrer mon sac, les gens vont croire que vous faites ça, alors que vous Oui, voulez simplement dire je vais ranger mon sac dans un endroit sûr. oui. Voilà. En Et, Acadie, Eh bien, serrer veut bien dire ranger. ah, pardon? En Acadie, Oui? serrer veut bien dire ranger. Ah, Roger. merci. Ben voilà, voilà la preuve. Vous voyez? Et donc, il faut que le français se réenrichisse de lui-même, en fait. C'est Et ça au qui est Québec formidable. aussi. Ah, ben merci Denise. Oui, au Québec. Merci bien. Merci J'ai- Suzanne. Je vais refaire un tour après oui, et là je vais donner la parole donc à Marie-Christine. mm, Donc Marie-Christine qui est officier dans l'ordre des Palmes académiques, chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, prix du rayonnement de la langue et de la littérature française en 2024 décerné par l'Académie française et donc qui est écrivaine, conférencière et experte en projets culturels. Donc Marie-Christine a beaucoup voyagé, donc elle a eu un rapport au lieu qui lui a permis peut-être pas d'écrire entre les langues, mais de vivre entre les lieux. Comme elle a été attachée culturelle à l'Institut français d'Athènes, elle a mis en place la nuit de la philosophie avec les universités grecques et l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Elle a été directrice du développement culturel et des publics au Centre des monuments nationaux. Puis elle a été directrice de l'Institut français de Tétouan, puis de Tanger-Tétouan. Elle a été attachée de coopération pour le français près de l'ambassade de France à Rome. Elle a été directrice, il y a plusieurs années, directrice de l'Alliance française de Dublin et déléguée générale de l'Alliance française à Paris. Elle a travaillé à l'ambassade de France aux Pays-Bas. Elle a réalisé beaucoup de travaux au cours de sa carrière à l'étranger. Elle a mis en place les rencontres méditerranéennes de la guitare de Tétouan. Elle a conçu et mis en place le Salon international de Tanger des livres et des arts. Donc un parcours très très riche. Et elle est l'auteur d'œuvres en création, une œuvre en création, prosoème esthétique en cours d'écriture, Démone et les écrivains, une pièce de théâtre qui a été traduite en grec moderne, La danse de la mémoire, roman publié chez Abramo Éditeur, Un chemin silencieux d'elle à moi, un récit aux éditions des Trois Colonnes, Al-Oula, la singulière, en cours de publication franco-italienne chez Titani Editori. Euh, donc, elle a beaucoup Marie-Christine Van Dorn a beaucoup travaillé entre les pays, avec des artistes, musiciens, des plasticiens, des écrivains, et elle m'a parlé de sa rencontre avec Vénus Kurigata, et elle a exprimé le souhait, et je pense que c'était une excellente idée, de rendre hommage à Vénus Kurigata aujourd'hui en parlant d'un entretien qu'elle avait réalisé avec elle. Donc, Marie-Christine Van Dorn, je te donne la parole. désolée, je dois vous quitter. Oui. Je m'excuse, Marie-Christine, vraiment beaucoup, et tout le monde. Mais malheureusement, je dois partir, mais je vais écouter l'enregistrement. D'accord. Ok. Tu vois que nous Merci. avons des points communs, l'Italie, le Maroc. Tanger, donc j'ai envie vraiment Voilà, d'échanger avec voilà, vous. Et voilà. merci Suzanne, c'était vraiment passionnant. J'espère qu'on va revenir sur tout ça ensemble. Merci Merci beaucoup, Camélia. Cécile, C'était merci à tout très, le monde. très intéressant. Désolée, hein, merci. Au À revoir. Au bientôt, revoir. Camilla. À Bien, À bientôt. bientôt. à bientôt. Alors, Alors, Marie-Christine, je te donne la parole. ok. Merci, merci beaucoup. Alors, d'abord, vous me voyez en grand ou pas? Parce que vous me voyez en tout petit?
Non, c'est Non, bon? non, bien grande. Et autre Voilà. chose. Alors, j'ai toujours aimé dans les entretiens que j'ai eu le bonheur de conduire, parce qu'en fait, ces séjours à l'étranger ont été pour moi l'occasion d'accueillir, de recevoir, d'écouter, de lire et d'interroger des dizaines et des dizaines d'écrivains et d'écrivaines. C'est pourquoi j'ai souhaité faire partie de ce panel, alors que, par ailleurs, dans ma propre écriture de fiction ou d'essai, j'écris dans ma langue, n'est-ce pas? Mais j'ai tellement interrogé les écrivains sur justement ceux qui écrivaient à partir d'une autre langue que celle de leur enfance et notamment de la langue dite maternelle. Je me disais que je pourrais en témoigner. Alors, je vais en effet lire une petite partie d'un très long entretien que j'ai eu avec Vénus. En quelques mots, Vénus, je l'ai rencontrée il y a 30 ans. Je l'ai rencontrée en fait en Irlande où je l'ai reçue. Et après ça, nous avons connu une amitié qui ne s'est jamais démentie, même si les dernières années étaient un peu plus espacées. Très vite, lorsque je suis rentrée pour quelques années à Paris, elle m'a demandé de l'aider à constituer le jury du prix des 5 continents de la francophonie, prix qui a honoré certaines d'entre vous, Faouzia, notre Faouzia en 2016, mais aussi Ananda Devi. C'était un prix très important qu'on a lancé en 2001. J'étais de la partie parce que je connaissais très bien le Clésio, Mackin, c'était des amis, et j'ai réussi à les convaincre d'être dans le jury. Et j'étais à Beyrouth au moment du lancement de ce prix en 2001. Et c'est un moment très, très fort, très particulier. D'abord parce que c'était le Liban, c'était Beyrouth. Et j'ai immédiatement, évidemment, été touchée par ce que je voyais, outre le trou des balles dans les murs. Enfin, ce sont des images très, très fortes qui me sont toujours restées. Je salue particulièrement les Libanaises qui nous suivent maintenant. Et puis, ça a été la rencontre aussi avec beaucoup d'écrivains que je ne connaissais pas encore. À la suite de cela, j'étais donc en Italie quelques années plus tard et je m'occupais des journées romaines de la francophonie, c'est-à-dire que mon rôle était d'organiser les événements culturels de toutes les ambassades francophones qui avaient un siège en Italie. Et à cette occasion encore, eh bien, j'ai pu recueillir l'avis, l'expérience, les modalités d'écriture de très nombreux écrivains. Enfin, bref, ensuite, ça a été toute ma carrière. Mais c'est un véritable attachement que j'ai pour deux choses, et je tiens à le dire en préambule parce que ce sont des vrais combats et vous allez comprendre que l'un est particulièrement difficile aujourd'hui. Ces deux choses, c'est d'une part la création artistique et littéraire, c'est tout le thème du texte que je viens de finir, effectivement, Al-Oula, mais aussi la nécessité de la diversité. Ce mot diversité, et à l'époque justement en Italie, mais pas seulement au sein de la francophonie, il y avait tout un débat justement sur la nécessité de la diversité. Et pour moi, c'est c'est un tel besoin, c'est une telle urgence. Et malheureusement, comme vous le savez, elle est quand même assez attaquée en Europe. Donc, j'ai cette passion, si vous voulez, au sens presque douloureux du mot patior, du mot latin patior. J'ai cette passion qui est de défendre partout, de promouvoir la nécessité de la diversité. J'en viens à Vénus. Précisément, c'est autour de cette notion de la diversité culturelle que nous avons eu un entretien très approfondi qui a été publié d'ailleurs, mais que je vais bientôt demander une nouvelle publication parce qu'il est très complet. Je ne vous lis qu'un extrait. Vous qui venez d'Orient et qui avez traversé cet isthme étrange qui passe de la langue arabe à la langue française, vous souvenez-vous de vos premiers pas? Bien sûr, me dit Vénus. Mais quand je suis venue à cette nouvelle expression littéraire, j'ai eu l'impression d'avoir eu deux langues maternelles, car au Liban, on apprenait l'arabe et le français en même temps. En réalité, avant mon arrivée en France, je n'avais écrit qu'un roman. Je racontais des faits qui avaient lieu dans une ville qui, bizarrement, ressemblait à Paris, alors que je vivais au Liban et que je n'avais jamais visité la France.
Je racontais une ville qui était divisée par un fleuve, divisée en deux parties, gauche et droite. Ce roman ne fut jamais publié. Mais quand je suis enfin venue à Paris, j'ai écrit des romans qui racontaient mon pays. C'est ça, la force de la diversité culturelle. Je ramenais mon pays comme si je découpais 10 500 kilomètres carrés pour les implanter sur l'hexagone français. J'ai transporté ce Liban qui, à l'époque, était en train de vivre une guerre civile terrible. J'ai transporté ses souffrances, ses blessures, ses morts, ces hommes qu'on enchaînait, qu'on alignait contre les murs et qu'on fusillait. Je les ai transportés dans ma tête et je leur ai fait traverser la Méditerranée. Ils sont venus mourir sur les pages d'un éditeur français. Voilà encore ce qui fait la force de la diversité culturelle. Je la relance. Hormis la transplantation des faits et des souvenirs, il me semble qu'il y a celle qui s'effectue d'une langue à l'autre. Il n'est sans doute pas possible de dire de la même façon ce qui se passe. En somme, comment les caractères propres à chacune d'elles agissent-ils sur le résultat de l'écriture? Vénus. D'abord, je dois vous dire que ces voyages se font avec beaucoup de difficultés. Venu de la langue arabe, et malgré ce que je viens de vous dire, j'avais et j'ai encore deux langues dans ma tête. En fait, c'est très dangereux pour un écrivain. Il commence par confondre les tournures de l'une avec celles de l'autre, les mots de l'une et ceux de l'autre. Et puis, rappelez-vous ce que je vous disais lors d'un entretien précédent. Dans les premiers temps, mes brouillons étaient écrits dans les deux langues, l'arabe qui allait de droite à gauche, le français de gauche à droite, bien sûr, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore guéri de la langue arabe. Donc, un mot qui ne me plaisait pas en français, je l'écrivais en arabe. Maintenant, elle est en moi. Mais le risque demeure. J'écris en français tout en ayant dans ma tête cette langue trop riche de joliesse, de répétition. Longtemps, j'écrivais en écartant les bras de la langue d'écriture. On retrouve toutes les images de Vénus, en voulant forcer les cloisons plus étroites du français pour y faire entrer cette langue arabe si large. Et je maudissais parfois la langue française jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre que les métaphores nombreuses, les adjectifs eux-mêmes ne sont pas toujours obligatoires. La langue française m'a servi de garde-fou contre ces dérapages, contre ces choses adipeuses. Vous voyez, j'écris sur une table devant mon jardinet. Quand je jardine, je fais le même travail. Je lutte contre les escargots, les vers de terre et les mauvaises herbes, comme je lutte contre les adjectifs. Des deux côtés, je désherbe. C'est la même chose aussi quand je cuisine. Les mêmes gestes, la même exigence dans l'équilibre des ingrédients. Voilà. Quand j'écris un poème, j'introduis du safran, du cumin, du basilic, je parfume, je sens ce besoin de mettre des herbes dans ma poésie et je fais mijoter, j'écris en faisant des cercles. Cela nécessite, comme dans la cuisine, le même amour des odeurs, des formes, des couleurs et du goût. Au passage, je pense que toutes celles qui ont eu le bonheur d'être à la table de Vénus voient très bien aussi de quoi je parle. Voici ensuite ce que je lui ai dit. Vous suggérez que l'écriture est une cuisine, dans le sens où elle est un mélange d'éléments, sans oublier le geste qui relie et mêle ces éléments pour produire quelque chose de nouveau. N'est-ce pas, il faut la métamorphose. La métamorphose est l'œuvre d'une personne. Or, plus cette personne a reçu d'éléments du monde, c'est-à-dire à la fois des pays traversés et des êtres rencontrés, plus elle a su se mettre à l'écoute de cette richesse-là, plus elle est en demeure de la restituer par la métamorphose, à condition d'avoir ce capital linguistique, ces outils de la transformation. Et je poursuis en parlant de l'écriture, qui est une action immatérielle. Vous venez d'évoquer un certain nombre de termes, pardon, qui se rapportent aux sensations. Et les sensations dont ils retournent sont directement issues d'une richesse de perception, donc d'expérience. Et je reviens à notre mot d'origine, la diversité. Quand vous avez mentionné les différentes couleurs, j'ai pensé qu'une écriture ne pouvait pleinement se déployer qu'en jouant sur toutes les nuances de l'arc-en-ciel ou toutes les touches du clavier du piano, noir,
blanches et des octaves complètes. Ces nuances multiples se réfèrent à l'ensemble diversifié des cultures, mais sans doute aussi à toutes les différentes parts qui constituent un seul être humain. Or, un seul être humain est le résumé de tous les êtres parce qu'il est constitué, comme chacun d'eux, d'une infinité de cellules, on le sait, mais aussi d'une infinité d'images, de souvenirs, d'aspirations, de pensées, d'élaboration de langage à des stades très divers. Unicité et universalité, j'y insiste, vouloir uniformiser cette diversité, n'est-ce pas tuer l'homme, tout simplement, du moins anéantir l'essence même de sa nature. J'ai presque fini. Voilà ce que me répond Vénus. Non seulement l'uniformiser, mais le clouer, l'immobiliser, et pour l'écrivain, l'inscrire dans une forme d'écriture trop précise. Comme je l'ai dit plus haut, l'homme n'est pas un arbre qui regarde toute sa vie dans une seule direction, il voyage et fait voyager son écriture. Je m'arrête là pour ce qui concerne Vénus, mais je voudrais associer à cette dernière image, celle de l'arbre, le propos d'Atik Raimi. Vous avez peut-être lu Singe Sabour, hein, le roman Atik Raimi a écrit il y a quelques années et pour lequel il a eu le prix Goncourt. Vous allez reconnaître tout de suite. Je est un autre, dit Attic, mais très peu de gens connaissent ce qui suit. Rimbaud ajoute, tant pis pour le bois de devenir violon. Ça dit beaucoup de choses, dit Attic. Ça dit que si l'arbre n'était pas coupé de ses racines, de sa forêt, il resterait un arbre. Mais le fait d'être coupé de ses racines, d'être jeté ailleurs, il devient un instrument de musique qui enchante le monde. C'est aussi la métaphore de l'exil et j'ajoute, c'est aussi la métaphore de l'écriture à mes yeux. Je reviendrai plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Cette métaphore de Atik Raimi est vraiment magnifique, hein. Parler de l'exil comme le bois fait du bois d'un arbre qui a été coupé, c'est très, très beau. Merci aussi de nous avoir rappelé Vénus et tout ce qu'elle nous dit par rapport à cette langue, ces deux langues, enfin, et même les plusieurs langues, puisqu'elle parle de l'araméen aussi qui navigue en elle, hein. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être refaire un tour. On est plus nombreuses là maintenant parce que Camilla est partie et que Michel n'a pas pu se connecter. J'aimerais bien que Suzanne réagisse. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter, Suzanne, à ce que vient de dire Marie-Christine? Bah, écoutez, moi, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que finalement, j'ai retrouvé dans la métaphore de la cuisine ma petite métaphore filée, la langue de Molière sauce chien. En fait, déjà, il n'y a pas de chien du tout dans la confection réelle de cette sauce, hein. On ne mange pas de chien, contrairement à ce que le président bizarre là, a dit à propos des Haïtiens. Mais enfin, nous ne sommes pas loin des Haïtiens et nous avons justement un peu la même cuisine, hein. Nous ne mangeons pas de chien. Et nous, notre sauce chien ne contient absolument aucun chien. Ce sont uniquement des épices, des herbes, du piment, et de la tomate et des choses comme ça. La tomate qui est... Parce que c'est une sauce qui est complètement caribéenne, parce que vous savez que la tomate, c'est un fruit vraiment enfin, de chez moi, de chez nous, un fruit américain. Et donc, il y a quelque chose de fort dans cette idée d'ajouter des saveurs, en fait, hein. C'est Bien un peu sûr. ce que disait justement euh, zut alors, non pas Marie-Christine, mais Vénus. Vénus, voilà. Et c'est exactement la force de nos écritures respectives et hautement respectables au PEF, entre plusieurs langues, et justement pas pour les défigurer les unes ou les autres, mais pour les rendre plus savoureuses. J'aime bien la métaphore de la cuisine et des saveurs. Et puis, ce que j'ai bien trouvé intéressant aussi, c'est que nous sommes des passionnés, au sens, justement, avec la référence à patior, le verbe latin, l'idée de souffrir, mais aussi avec ce sens de passion. Bon, d'ailleurs, en fait, nous sommes dans la journée de la Saint-Valentin, on va rendre aussi hommage à ça, c'est-à-dire un amour, une force de sentiment
que peut-être cette capacité que nous avons d'être cavalcadante entre plusieurs langues, hein, de chevaucher comme ça plusieurs langues, nous donne donc peut-être pas d'avoir un plus grand cœur, mais en tout cas d'avoir une plus grande sensibilité à différentes éclosions, différentes façons d'ouvrir des fenêtres. Et puis, bon, bien sûr, j'adore aussi la métaphore du bois qui devient violon et qui offre une musicalité au monde. C'est également ce qui est important parce que peut-être que dans notre travail, qui n'est pas un travail au sens, justement, au sens étymologique, qui n'est pas uniquement une souffrance, encore que parfois cela le soit, mais c'est pas uniquement une torture, mais c'est quand même un petit labeur, c'est quand même une démarche qui n'est pas anodine. Eh bien, nous avons sans cesse des possibles. Nous avons sans cesse des possibles. Et ces possibles, c'est aussi grâce au fait que nous ayons ce côté pluriel, en fait. Ce côté pluriel. Nous n'écrivons pas uniquement au féminin et au féminin pluriel, mais au pluriel aussi avec tous ces univers que nous avons traversés, que nous traversons et que nous restituons de manière esthétique. Parce que c'est aussi ça que nous faisons. C'est aussi que nous livrons du beau, donc de la chaleur, du beau et de l'amour et de la passion. Et voilà. Je crois que c'est pour ça que j'aime le PEF, hein, c'est pour ça que j'y ai adhéré et que je le vis vraiment avec enthousiasme notre PEF, notre Parlement des écrivaines francophones. Merci Suzanne de nous Nous rappeler que écrivons entre les langues. Mais la langue maternelle, ce sont aussi des saveurs, hein, et la femme transmet la langue, la mère transmet la langue comme elle donne le lait maternel, hein. On est dans l'affectif, dans l'émotion, et c'est quelque chose de tellement précieux dans le monde d'aujourd'hui, de le rappeler justement. oui, oui, Marie-Christine. Oui, remarqué que dans presque toutes les langues, donc dans les langues indo-européennes, donc les langues romanes, mais dans beaucoup de langues aussi du monde, vous avez remarqué que le mot mère contient ce m qui est le m de la tétée, hein, de la tétée et du lait maternel que l'enfant cherche, même s'il n'a pas le sein maternel, mais c'est toujours ce geste. Mm. Et ça, c'est important aussi parce que la langue, elle vient de, enfin, je veux dire, elle procède de toujours ce côté, on dit toujours langue maternelle. Il y a une idée de retrouver une nourriture, de retrouver quelque chose qui vous transmet la vie, en fait. Et puis nous, on la restitue après, en ajoutant toutes nos saveurs libanaises ou nos, nos saveurs sauce chien et autres. la langue maternelle, c'est aussi la langue du corps. Et beaucoup d'écrivains aussi s'expriment sur cet aspect-là. Mais parfois, certains disent que justement, ils choisissent une autre langue du corps, si j'ose dire, vous allez comprendre pourquoi. Je pense notamment à Kébir Ami, qui est un écrivain qui est franco-marocain, enfin la mère était marocaine, le père algérien, et il écrit en français, il vit en France. Et lui, bien sûr, il y a eu une sorte de déchirement entre l'arabe, le français, même l'anglais, puisqu'il est professeur d'anglais. Et il dit qu'au bout du compte, il a choisi la langue du corps, c'est-à-dire pour lui la langue non pas maternelle, mais des déchirements. Et pour lui, le français, c'est la langue des déchirements et aussi de l'espoir, d'un certain point de vue. Et moi, j'ajouterais que quand on choisit une autre langue, c'est la langue de l'intériorité. Mais est-ce que, et ça c'est une réflexion que je mène depuis toujours, est-ce que écrire, n'est-ce pas de toute façon chercher une autre langue? Je ne suis pas la seule à le dire. Je vais vous redire ce que disait notamment Salas Tétier, le poète libanais, lui aussi d'origine. Chaque poète, chaque écrivain, s'il réinvente la langue, écrit en toute nécessité à l'intérieur de la langue de tous
une langue étrangère. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que précisément, et tu y as fait allusion, Camille, je ne sais plus, tout à l'heure, mais lorsque un écrivain, par exemple, d'origine libanaise ou italienne, qu'importe, écrit dans une autre langue, il fait un effort extraordinaire qui est celui de la recherche de l'altérité de l'autre. Et pour moi, cet effort est un supplément d'âme d'un certain point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai écrit d'ailleurs quelque chose. J'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit et que j'ai souvent dit dans les conférences que je donnais justement sur les écrivains dits francophones, en tous les cas ceux qui écrivent en français. Voilà ce que je dis partout. Les écrivains et écrivaines francophones partout au monde viennent irriguer l'écriture française, ce que tu as illustré, Suzanne, hein. Ils emportent avec eux un peu de la terre de leur pays d'origine, qu'ils mêlent à la nôtre, terreau devenant ainsi plus fertile. Mais ajoutons ceci. Si l'écriture elle-même consiste à chercher un autre langage pour exprimer le dessous des choses, René Char disait, le réel n'existe que soulevé, hein, dire le dessous des choses. Celui qui s'exprime dans une langue différente de celle à laquelle il fut formé dans l'enfance, cherche cette autre forme du réel, va à la rencontre de cet autre en soi. Son chemin, plus ardu en apparence, est une preuve de vérité. Et moi, j'aimais terminer, parce que j'ai donné beaucoup de conférences aussi, à défaut d'avoir le bonheur d'interroger les écrivains parfois. Mais c'est ça qui me touche particulièrement, cet effort supplémentaire, pour moi, atteste un vrai désir de vérité. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est pour vous, toutes les écrivaines qui ne sont pas nées en langue française, mais qui écrivent en langue française. Vraiment, je vous remercie. Je l'ai souvent fait, je l'ai souvent dit en public, et particulièrement en France. Vous comprenez? Parce qu'on dit les écrivains francophones, voilà, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui va à la recherche d'autre chose que ce à quoi il est habitué, pardon. Ça vaut d'ailleurs pour toutes les transcriptions dont tu parlais tout à l'heure, hein. Ou c'est Camilla qui parlait. Non, Camilla, c'est toi, mais tu parlais Camilla. de déchirement. Ce que Ouais, tu viens de dire, ça renvoie à ce mot déchirement de absolument. Kébirahi. Mm, mm. Absolument. Et beaucoup d'écrivains. D'ailleurs, moi, j'aurais pu lire aussi, mais Fawzia est là, je ne peux pas le faire. Mais Fawzia, dans ce très beau livre, je vous le recommande, il a été publié par la Cité internationale, pour la Cité internationale de la langue française. Ce petit livre s'appelle Nos langues françaises. Je vais quand même la lire, Fawzia. Tiens, elle nous écoute peut-être encore. Et je vais lire un extrait, parce que vous savez, je vous lis beaucoup les unes et les autres, hein. Cécile, je viens de lire pour la deuxième fois Les tigres ne mangent pas Ah, les merci. étoiles. Je vais d'ailleurs te lire aussi, te donner un extrait. Mais voilà ce que je veux lire de Fawzia. Je rejetais, elle parle de la langue, hein. Je rejetais cette langue sans le savoir. J'y habitais avec une sensation d'inconfort. Je l'aimais et désirais m'en affranchir. Parce que quitter sa langue maternelle, ça n'est pas simple du tout, hein. Beaucoup expriment la difficulté quand même. Vénus, on l'a entendu, mais beaucoup d'autres. J'aurais pu citer Leïla Sebar aussi, Mm. que j'ai longuement interrogée et que je cite souvent. Donc elle me fascinait, je craignais son emprise. Surtout, j'y croisais sans cesse l'ombre de Dieu qui souvent effaçait la mienne. Je devais saisir plus tard la raison véritable pour laquelle, à 24 ans, j'ai choisi de partir pour la France. Je me disais que m'éloigner d'une langue dans laquelle je me sentais à l'étroit, où je ne trouvais pas ma place, ni l'écho de mon être féminin, de mon être tout court. Oui, on peut traverser les frontières pour fuir une langue. Un peu plus loin, on peut laisser derrière soi un pays, ce qui n'est jamais facile. Quitter famille et amis taillés dans la racine, juste pour s'exiler d'une langue et trouver refuge dans une autre, celle où j'ai jeté mes effets et me suis installé sans retour. Voilà la vérité, ma vérité. Je voulais la citer parce que
parce que c'est Faouzia, mais parce que on voit bien la douleur quand même, la difficulté, Oui. mais en même temps l'urgence du choix. C'est ça aussi le choix d'une autre langue. C'est d'abord choisir le moyen par lequel on va exprimer ce qu'on a de plus intime. Parce que tout à l'heure, Camilla a parlé un petit peu de ça sans prononcer vraiment le mot. Dans certaines langues étrangères, puisqu'elle en possède plusieurs, elle arrive parfois à exprimer au fond ce qu'elle a de plus intérieur, de plus intime. C'est ça le miracle aussi de la transposition. Et de pouvoir l'exprimer Tout mieux à fait. qu'elle ne l'aurait pu l'exprimer dans sa C'est langue ça. maternelle. C'est ce qu'elle Ça, disait, ça, le ça m'a surcroît beaucoup. de Ouais, liberté. exactement. Ça, c'est magnifique. Heureusement qu'il y a des atouts. Heureusement. Oui, Sinon, heureusement. parce Parce que que c'est si ça dur. n'était que déchirement, si Voilà. ça n'était que cet arbre qu'on Bien coupe sûr. pour qu'il Bien devienne sûr. violon. Ouais, bien sûr. Non, non, c'est magnifique. Oui. Donc, merci à vous toutes. Merci, merci Marie-Christine, merci Suzanne, merci Camilia. Et on regrette que Michel n'ait pas pu nous rejoindre à cause des cyclones. Peut-être que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des questions. Ça serait bien si on pouvait échanger un peu Oui, avec les oui, autres participantes. oui. Est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a Nadine. Nadine, alors Nadine, Nadine, de mettre mon... Voilà. voilà. Bonjour Nadine. Alors, bonjour, je vous remercie pour cette riche rencontre euh, généreuse et nourricière. Vraiment, toutes les interventions m'ont apporté énormément, surtout pour la question de la diversité. Ce que vous avez souligné, et je voudrais juste dire que effectivement, je suis d'origine libanaise et j'ai été très touchée par l'intervention, bien sûr, de Marie-Christine et ce que vous avez dit de Vénus. Et je pense que Vénus, son travail sur la traduction a été justement éloquent sur la question d'écrire justement en français qu'est-ce qu'elle a fait en passant des poèmes de Adonis, qui est le poète libanais et syrien, et qui elle les a mis en français. Et c'est comme ça il y a un travail de création. Je pense que dans le travail de création, il y a déjà un premier deuil. Et même les écrivains qui écrivent en français, il y a ce premier deuil qui est d'écrire, de quitter sa langue maternelle pour euh, changer de forme, en fait, changer, passer de la culture, rapporter avec nous ce qu'elle a dit de son pays, mais rapporter toute la culture dans la langue française. Dans cette création, dans ce deuil, il y a déjà le travail de création. Dans chaque deuil, il y a ce travail de création. Donc, la création est toujours nourrie par un premier, comme vous dites, déchirement, par un premier deuil. Et voilà, je voulais apporter cette expérience dans mes Merci poèmes. Nadine de souligner que oui, la douleur est là, hein, elle fait partie donc Mhm. de cet acte de création, le déchirement, la douleur, Oui, mais aussi d'amour. d'amour. Ah ben, D'amour aussi. oui, C'est un deuil amoureux, en fait. absolument. Vous Oui. connaissez Et tous, vous connaissez évidemment le propos d'Antonin Artaud, nul n'a jamais écrit, peint, sculpté que pour en fait sortir de l'enfer. Mais en sortant de l'enfer, en acceptant d'abord d'y aller, moi j'ai beaucoup écrit là-dessus aussi, personnellement, en acceptant d'y aller et comment dire, et d'exprimer, on, on allège d'une certaine façon l'enfer d'autrui. Parce qu'on donne à autrui la possibilité de se reconnaître. Cette douleur que tu évoques et que
je crois qu'elle est à la base de toute création, qu'elle soit artistique, littéraire, toutes les formes. Il y a un manque, il y a une douleur, il y a un manque. Et dans ce manque que l'on parvient à traduire, je dirais presque, oui, à traduire au sens de la traduction, on rejoint l'autre et on lui permet, on a tous, je pense, vous avez toutes fait cette expérience devant un public qui vous dit, ah, vous avez réussi à dire ce que je ressentais et que je ne pouvais pas dire. Je crois qu'on l'a tous vécu, ça. Oui. Hein. Eh Oui, ben c'est, oui, tu vois, c'est en cela qu'il y a que c'est un acte d'amour. Aller au fond de la douleur, hein, c'est et l'exprimer, Mm. c'est un acte d'amour. oui. Je Oui, le crois. et qu'elle puisse être reconnue C'est euh, ça, par le c'est ça, destinataire de l'œuvre c'est d'art. ça. Mm. C'est pour ça que c'est tellement essentiel de continuer le parcours, Oui, même si c'est très douloureux parfois, oui, très douloureux. On le sait, il faut y oui, aller. Alors, moi, je voudrais dire deux mots aussi, mais je ne sais pas comment on lève la main là. Je peux? oui, oui, vas-y, Il y a Fauzia. quelqu'un avant moi? Non, Alors, pour moi, le moment, je vois pas de main, petite main sur l'écran. bon, moi, c'est peut-être un peu mon tropisme trop féminin ou féministe, mais j'aurais posé la question entre les écrivains et les écrivaines, est-ce qu'il y a une façon de jouer de ces langues, de rentrer dedans? Est-ce qu'il y a un rapport spécial avec lequel on conjugue les langues quand on est une femme et quand on est un homme? Moi, j'y crois. Je ne pense pas que notre approche aux langues, les premières comme les secondes ou les troisièmes, soit la même. Par exemple, Marie-Christine parlait de Kabir quand il parle de déchirement. Je ne parlerai pas de déchirement. Je parlerai de reconstruction. Et quand tu parlais du corps, eh bien moi, c'est dans la langue française que je me suis reconstruite un corps qui est interdit ailleurs. J'ai pu le dire en langue française. Cela ne veut pas dire, comme disait tout à l'heure Camélia, que c'est la langue dans laquelle je peux dire ce que je cache dans l'autre langue. Parce que je me dis que le jour où je pourrais dire en langue arabe ce que je peux dire en langue française, ce serait une vraie révolution. C'est ça le futur en fait, c'est qu'on ose dire ce qu'on dit dans une langue deuxième, dans une langue dans laquelle on est derrière un rideau ou un voile, qu'on puisse le dire véritablement. C'est ça qui fera, en arabe, fera changer nos sociétés. Deuxième différence, c'est que on parle beaucoup donc d'affrontements avec la langue française. On parle, vous savez, cette histoire de tribus de guerre et tout ça. Et moi, depuis quelque temps, on a fait un livre sur la francophonie féminin. C'est comment les femmes peuvent réconcilier les langues entre elles, comment elles peuvent les porter toutes à la fois, et qu'il n'y ait pas une gestion en matière et en vocabulaire de guerre et de conflit. Et troisième chose, c'est remettre en question l'idée même de langue maternelle. Moi, dans ce que je dis, j'ai un livre qui s'appelle Molière et Sherazade, et il est consacré à ça. Je dis, est-ce que l'arabe est ma langue maternelle? Je dis non, l'arabe, c'est ma langue paternelle, dans la mesure où ce sont toujours les hommes qui se sont exprimés à la place des femmes, dans les lois, dans la religion, dans le Coran et tout ça. Tout ça, ça a été quand même une tradition aussi bien écrite et orale, à quelques exceptions près, qui ont été du fait des hommes. Donc c'est pour moi une langue paternelle. Et c'est peut-être pour ça que c'était plus facile pour moi de, hop, les changer, comme je disais, de changer de frontière et d'aller. C'était plus facile, c'était moins dans le déchirement que pour un homme. Et dernière chose, quand effectivement jeu est un autre, mais il y a l'histoire de l'arbre coupé, donc le bois devient violon, et peut-être que moi, en tant que femme, du violon, je chanterai l'arbre premier, l'arbre reconstruit. C'est ça sur lequel moi j'aimerais insister, ce rapport des femmes entre les langues. Oui, oui. Non, c'est le mot que je retiens de ton intervention, Faouzia, c'est le mot reconstruction. Et parce que effectivement, quelle que soit encore une fois la langue, même si on parle en français, quand on est né en français, ce qui est mon cas, l'écriture, la création est toujours une reconstruction, toujours, quoi qu'il en soit.
Je ne sais pas, j'ai interrogé beaucoup d'hommes, je ne me suis pas posé la question que tu soulèves là. J'y penserai dans mes prochains entretiens si j'en ai l'occasion. Euh, c'est vraiment très difficile hein, de généraliser. Il y a une différence dans nos modalités d'expression. Je pense que les femmes vont peut-être plus justement puiser dans cette intériorité du corps, peut-être. Il faudra que j'y revienne, notamment avec Kébir, puisque on va se revoir au Maroc bientôt. Je vais faire une résidence d'écriture au Maroc pendant 3 semaines, donc j'aurai aussi l'occasion de voir. C'est une question intéressante, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, homme ou femme, la création est toujours la quête d'une reconstruction, me semble-t-il, par la métamorphose, justement. Mais bon, ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Fauzia, est-ce que tu dirais que c'est la quête d'une voix VOIX, le passage dans la langue française? Euh, non, c'est pas la quête d'une voix, c'est-à-dire, à la limite, je pourrais écrire en français et mettre mes livres dans un tiroir et ils n'ont pas de public, mais c'est aussi important. Donc, c'est un en fait, c'est un rapport de soi à soi. De C'est soi. comment, oui, de soi à soi d'abord, hein. Moi, je ne cherche pas d'abord un public, je ne cherche pas une voix à faire entendre, parce que ça voudrait dire, écoutez, moi, femme arabe et musulmane, voilà ce Mhm. que j'ai à vous dire, la souffrance que j'ai, enfin, les musulmanes pleureuses, quoi. Là, c'est une voix à dire aux autres dans une langue qui est accessible et dans laquelle ça va être une suite de lamentations. Ça peut être aussi une autre expression, un autre sujet. Donc, je ne parlerai pas de voix. C'est vraiment un rapport à moi-même. C'est un règlement de compte avec certaines choses et c'est une reconstruction toujours. C'est-à-dire quand je me pose la question de l'identité, quand je me pose la question est-ce que je suis française? Non, je ne suis pas française. Je veux dire, euh, quand je me tourne dans ce pays, je n'ai pas un ancêtre français, je n'ai pas une tombe de quelqu'un. Je suis d'une famille maraboutique dans un village où personne n'a jamais quitté ce village. Je suis une des premières femmes à avoir traversé la frontière, ce qui était honteux à l'époque, on ne le pouvait pas. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, je parlais de règlement de compte, mais c'est toujours pacifique. Hein, je veux dire, je ne pars pas en guerre, mais je règle des comptes. Je me dis, dans ce pays, je suis quoi, par exemple? Et quand j'écris, je suis quoi? Suzanne disait, c'est une demeure, c'est une habitation. Euh, Moi, j'irais peut-être plus. Je dirais, c'est un pays en soi. Et quand on me dit est-ce que tu es française, je dis je suis française par la langue. Voilà, c'est ça ma Mhm. nationalité. Mhm. Je suis française par la langue, mais je ne suis pas Mhm. par le sang, je ne suis pas par les origines, je ne suis pas. Mais Mhm. cette langue-là, elle me permet de me soulever un peu plus et de voir les choses de loin et de voir ce que je peux faire avec la vie, avec moi-même, avec mon passé, avec l'avenir de mes enfants. Ça me rappelle une métaphore qui m'a toujours fait rire. On demandait à un Chibani, un vieux, écoute, tu es bien en Tunisie ou en France? Et il répond, moi, je suis toujours bien dans l'avion. C'est-à-dire quand il est entre les frontières, en fait. C'est ça, c'est ce positionnement-là qui me permet une liberté totale et donc la liberté de reconstruire, de revoir, de me poser là où je veux, dans la langue que je veux. Voilà, c'est surtout ça. Mais je veux pas que ce soit ma langue de revendication, Mhm. de pleurs, de chicaillettes, comme dirait Jacques Berck. Bien sûr. Non, c'est autre chose qui pacifie. Et c'est sur ça que je travaille. Moi, j'aimerais qu'on déconstruise le discours vis-à-vis de cette langue et des langues en général et dire à quel point les femmes réconcilient les choses, reconnaissent. C'est comme un Mhm. enfant. Vous pouvez le reconnaître. Un père, s'il n'y avait pas l'ADN maintenant et les progrès de la science, eh bien, il n'y avait qu'une femme qui vous pouvait dire, celui-là, c'est mon enfant. C'était la seule légitime à le faire. Eh bien, nous pouvons dire la langue française, c'est la mienne. Bon, Kateb veut dire tribu de Bien guerre, sûr, bien colonisation, sûr, je m'en bien fiche. Je sûr. dis, cette langue-là, c'est la mienne, comme un enfant est le mien. Et après, j'en fais ce que je veux. Merci Fauzia. Il y a Suzanne qui voudrait réagir. Suzanne, tu as la parole.
Je voulais juste réagir et rebondir par rapport à ce que disait Faouzia, puisque l'habitation, attention, le mot habitation en Martinique, ça ne désigne pas juste une maison, ça désigne toute la plantation avec les champs qu'on cultive, avec les usines où on fabrique du sucre, du rhum, de l'indigo, etc. Et les cases, la grande case, c'est-à-dire la maison du maître, et les cases nègres, c'est-à-dire les cases des esclaves. Le mot habitation, c'est vraiment, c'est presque géographiquement très vaste, hein, ça désigne tout un grand lieu, voyez? Et c'est ça qui est bien, parce que dans la langue française, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, vous avez donc ce mot marronner qui, avec deux R, désigne le fait de partir, hein, comme on disait, partir marron, c'est-à-dire se libérer. Ça rejoint votre idée de liberté. La langue française, elle est pour ça, pour moi, symbole de liberté, de marronnage. Mais également, vous avez le verbe français marronner que des gens utilisent peu, mais qui existe, qui est bien français, avec un seul R, et qui est dans le sens de protester, de maugréer, de bougonner, de s'insurger contre certaines choses, hein, marronner. Et c'est ça que j'aime bien, finalement, dans la langue française, c'est parce qu'on peut en plus, nous femmes, nous pouvons y dire notre corps avec souvent beaucoup plus de liberté et de possibilité aussi justement de dire les choses franchement, mais aussi de dire les choses, parfois des choses dures, des choses osées, des choses vraiment audacieuses, intrépides, mais de les dire avec plein de nuances, avec toutes sortes de nuances que possède cette langue française qui est si riche, qui est si fluctuante, où on a aussi toute cette possibilité de jeu de mots avec toutes ces homophonies, etc. Et c'est cela que je trouve excitant. Donc, pour rejoindre votre propos, celui de Faouzia, celui enfin, en gros, celui que vous veniez de développer là, c'est que vraiment une langue de liberté. Vous parliez de reconstruction, même de réappropriation de soi, de réappropriation de soi qui était parfois en lambeaux, euh, souvent discriminé, souvent culpabilisée, hein, parce que finalement, d'ailleurs, même la femme elle-même et l'écriture féminine, hein, ont été plus que culpabilisées, occultées, niées. Même le mot, hein, vous connaissez le problème, le mot autrice qui existait en latin, à Autrix, il l'utilisait, et puis qui a été enlevé du dictionnaire. Ça, c'est quand même une histoire fracassante, qui a été enlevée du dictionnaire, parce qu'on disait, bon, mais non, les femmes ne sont pas autrices, donc il a disparu. Hein, à l'époque de ce monsieur, ce cardinal de Richelieu, bon, qui a fait des choses bien, mais qui en a fait d'autres, et justement, qui étaient très colonialistes et à qui on doit justement. Vous voyez, c'est intéressant de voir de voir les rencontres de choses d'ailleurs, parce que c'est ce même Richelieu à qui on doit effectivement ce grand essor économique, cette grande richesse de la France avec cette grande colonisation et puis qui on doit à l'Académie française aussi, et on doit, au sein de cette démarche-là, une négation de l'écriture féminine. Ça m'interroge beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien que finalement nous existions, nous. Voilà, avec un salut respectueux, mais je marronne dans les deux sens. Je marronne. Voilà. Ouais, je bougonne et je me libère. Dans les deux sens. C'est ça pour moi la langue française. Et oui, voilà. Mais Merci, Suzanne. D'autres interventions? cette langue française dont vous appréciez la richesse, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, désormais, elle s'enrichit de tous les apports, justement, qui sont les vôtres et qui sont nourris de toutes vos vies. C'est ça qui est important.
qui est vraiment important, nourri de vos mots, mais aussi de ces vies venues d'ailleurs. La langue française s'est développée grâce à des siècles d'écriture, des siècles d'écrivains et écrivaines, car il y a eu quand même des femmes, on le sait et on en parle de mieux en mieux. Et le PEF, je crois, met en route cette innovation qui consiste à s'adresser aux femmes, justement, auxquelles on n'a pas suffisamment donné la parole, les écrivaines disparues ou inconnues, ou méconnues. Voilà, donc ça, c'est énorme. Mais je voudrais, Cécile, si tu me permets, lire, parce que j'ai beaucoup aimé la première dédicace, le premier appel que tu fais, parce que c'est là où moi je me situe à titre individuel. Tu cites un poète du VIe siècle avant notre ère, et tu dis toutes les villes sont nos villes natales, tous les hommes, au sens d'êtres humains, j'y présume, sont nos parents. Et moi, c'est comme ça que je me sens. C'est dans cet espace-là. Je suis française, née en France, c'est OK dans l'Hexagone, mais j'appartiens vraiment au monde, et en particulier au monde de ceux qui vont de l'avant, qui créent, qui écrivent, qui voyagent ou qui me font voyager, notamment, alors vous, à travers les livres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chance inouïe. Et au sein du PEF, il y a justement cette force qui vient du monde entier et qui est extrêmement féminine au sens de l'accouchement aussi, qu'on ait ou pas des enfants. Merci beaucoup, Marie-Christine. Peut-être que ce sera le mot de la fin si personne ne veut intervenir. Moi, cette citation de ce poète tamoul de l'époque Sangam, elle m'a renversée en fait. Ah oui, Je trouve bah oui. que on peut en faire quelque chose à suivre aujourd'hui. Ouais. Toutes les villes sont nos villes natales. Le monde n'est pas dans cette démarche Mais actuellement. c'est ça le problème. Je pense que ça pourrait être un slogan. Oui. Quand je parlais de diversité, qui est vraiment mon obsession, c'est ça. Mm. C'est exactement ça. On devrait en faire un slogan. Oui. Enfin, en tous les cas, ça peut être le mien. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie toutes de votre participation et j'espère que c'est le début de quelque chose qu'on va continuer, au moins ne serait-ce que pour donner la parole à Michel qui a été empêché par les dégâts du cyclone et puis d'autres personnes qui auraient eu envie de participer, mais on n'avait pas la place pour leur donner la parole aujourd'hui. Donc, on va organiser d'autres séances, si Fauzia est d'accord, pour donner la parole à d'autres et continuer d'explorer, continuer de relier ces villes qui sont toutes nos villes natales, toutes ces Merci langues, beaucoup. nos langues C'était natales. passionnant, vraiment passionnant. Je remercie toutes celles qui sont intervenues. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup. Et ça me ramène à un autre problème qui est le mien. Je pourrais en parler un jour, c'est-à-dire parler le français, mais être partie d'un français très pauvre, celui de Michel Tremblay chez nous, vous le connaissez peut-être, donc une langue qu'on a appelée le joual. C'était presque cette langue-là que je parlais enfant et j'ai dû apprendre le français pour écrire, apprendre cette langue qu'on disait maternelle mais qui n'était pas la mienne à l'origine. Et voilà. Mais ce que j'ai entendu, je l'ai trouvé passionnant. Merci beaucoup. Merci Denise et tu nous donnes peut-être une idée pour une autre causerie. D'accord, merci. Merci à toutes. Merci Merci à à toi. toi. Merci. Merci Cécile. Au Merci. revoir. Merci. Merci Cécile. Merci à vous.